cette idée réenchanter le monde, c'est donc le titre d'un livre, nous l'avons prise Ars Industrialis à la fois pour reprendre la thématique de Max Weber, le désenchantement du monde, et d'autre part pour répondre à une initiative qui avait été lancée par le patronat français, le MEDEF comme on l'appelle, qui faisait un colloque à cette époque-là, une université d'été, c'était en 2006, qui s'appelait le réenchantement du monde. Et ce que nous avons voulu faire, c'était dire que oui, il est possible vraiment de réenchanter le monde, à partir en particulier d'une réflexion sur le logiciel libre, le free software. Pourquoi ? Parce que le logiciel libre, c'est un mode de production industrielle qui repose non pas du tout sur la prolétarisation, c'est-à-dire la destruction du savoir, ce qui est le mode d'organisation de l'industrie que décrivent Adam Smith, par exemple, ou Marx, depuis la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle. Le logiciel libre, c'est une organisation de la production industrielle qui est basée sur le partage du savoir et la coopération, ce que nous appelons, nous, la contribution, dont le modèle, d'ailleurs, est que même les utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens peuvent modifier le logiciel. C'est un modèle qui repose aussi sur une nouvelle conception de la propriété, qui est une propriété collective, mais non pas au sens du communisme ou du marxisme. C'est une propriété qui est liée à ce qu'on appelle une licence libre, qui permet d'éviter le secret du brevet, par exemple industriel, qui limite en réalité, aujourd'hui la propriété industrielle limite l'évolution de la société, parce que, par exemple, dans le domaine des médicaments, tout le monde sait ça, voilà, des industriels se sont appropriés une molécule pour 30 ans et donc bloquent le développement. Par exemple, en Inde, il y a d'énormes besoins de médicaments, il y a des moyens de les produire, mais la propriété industrielle les empêche. Le logiciel libre, c'est aujourd'hui le modèle qui est à l'origine du développement économique contemporain. Tout ce qui se passe dans les réseaux est basé sur ce qu'on appelle l'open source, qui n'est pas exactement la même chose que le logiciel libre, c'est un peu plus restreint, mais néanmoins ça s'inspire de ce modèle qui a finalement été adopté par le grand capitalisme international, puisque par exemple Google travaille avec Mozilla, avec des plateformes contributives qui sont basées sur ces modèles de logiciels libres et de open source. Nous pensons que ce modèle doit être étendu largement et qu'il doit produire un réenchantement du monde. Qu'est-ce que c'est que l'enchantement du monde ? Qui sont les sirènes ? Eh bien, les sirènes ne sont pas simplement des sirènes. Ce sont des muses. Ce sont la mémoire, etc. Toutes les puissances qui produisent de l'étonnement, de l'émerveillement. Ça s'appelle les mathématiques, le sport, la peinture, le droit, le savoir sous toutes ses formes. Nous devrions venir maintenant dans une industrie qui reposerait sur le partage des savoirs. Ça n'est pas du tout ce que, par exemple, Tony Blair appelait l'industrie de la connaissance. Parce que l'industrie de la connaissance, ce n'est pas une industrie du savoir, c'est une industrie de l'information. Et l'information, c'est anthropique. C'est quelque chose qui est intrinsèquement calculable. Le savoir n'est pas calculable. Vous ne pouvez jamais anticiper ce que produira le savoir. Et c'est pour ça qu'il est fantastique. Il est fondamentalement ouvert. Voilà. C'est ce que disait Husserl, par exemple, à propos de la géométrie. Mais tous les savants, tous les scientifiques, je parle des vrais scientifiques, parce qu'il y a des faux scientifiques aujourd'hui, il y en a beaucoup, qui se présentent comme des scientifiques, ce ne sont pas du tout des scientifiques, ce sont des data scientists, ce sont des mathématiciens qui font des mathématiques appliquées à la biologie, à la linguistique, à la médecine, à l'économie, et ce sont de dangereux acteurs. Ils sont très dangereux parce qu'ils ne connaissent pas leurs propres limites. Un savant, c'est quelqu'un qui connaît les limites de son savoir, et donc qui est capable de s'auto-limiter aussi, voilà. Mais qui est en permanence en train de chercher. L'activité scientifique, c'est la recherche, fondamentalement. Et la recherche n'est jamais le fruit du calcul. C'est le fruit de la synthèse, de ce que
Kant appelait une synthèse, la synthèse de la raison. Moi, je m'appuie beaucoup sur un mathématicien qui est aussi un philosophe anglais, qui s'appelle Alfred Whitehead, et qui a réinterprété toute la philosophie kantienne en posant que la raison, c'est une fonction d'enchantement. Il faut lire un livre qui est très facile à lire, en plus, c'est le seul texte de Whitehead qui est facile à lire, qui s'appelle La fonction de la raison. Ce sont des conférences qu'il a données, où il explique que la raison, c'est ce qui produit le meilleur, l'inattendu, l'improbable, voilà, et de l'enchantement. Maintenant, l'enchantement en question, nous pensons, nous, qu'il faut le produire en réinventant les structures de données. Nous sommes dans une société qui est intégralement réticulée aujourd'hui, mise en réseau par les algorithmes. Et ces algorithmes, actuellement, ils sont appliqués à ce qu'on appelle des formats de données, c'est-à-dire les données qui circulent sur les réseaux, qui sont conçus pour être totalement calculables, intégralement computationnels. Ce n'était pas du tout, au départ, l'organisation des données du World Wide Web, il y a 25 ans. Au contraire, le World Wide Web était fait pour susciter des incalculables, c'est-à-dire des débats scientifiques. Ça a été conçu pour ça, au départ. Et nous nous posons qu'aujourd'hui, il est possible de réinventer des formats de données où il y a des données qui ne sont pas calculables, qui ne doivent pas être analysées par des algorithmes, mais qui doivent faire des objets de délibération collective, et à tous les niveaux de l'organisation sociale, dans les entreprises, dans les quartiers, etc., etc. Et ça nous ramène à la discussion de tout à l'heure sur la micropolitique ou la microéconomie de Félix Guattari. Guattari, à travers le moléculaire, il analysait le micro. C'est d'ailleurs très important de ne jamais oublier que Félix Guattari et Gilles Deleuze, entre les années 70, où ils ont publié l'Anti-Oedipe, et les années 90, où Gilles Deleuze a publié Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, où Félix Guattari a publié les 3 écologies, ils sont revenus sur ces questions en disant « Attention, nous n'avons jamais dit que le moléculaire devait effacer le molaire ou que le micropolitique devait détruire la macropolitique. » Ils ont dit, à cette époque-là, il n'y a pas de micro sans macro. Et la question de demain, c'est de réarticuler les deux. Nous disons que les technologies numériques permettent cette réarticulation, mais à une condition, c'est de sortir du modèle de la data economy, qui est aujourd'hui le modèle dominant, et de réinventer une cybernétique de la négantropie. Dans ma conférence, je vais parler de Norbert Wiener. Le premier qui parle de ça, c'est Norbert Wiener, en 1948. Et donc, il est fondamental de relire la cybernétique, la première cybernétique, avec les textes où Norbert Wiener expliquait que cette cybernétique, qui est inévitable, disait-il, on ne peut pas l'éviter parce que la complexité augmente sur la planète à un point tel que, de toute façon, on est obligé de passer par les mathématiques appliquées. C'est ça, la cybernétique. C'est les mathématiques appliquées qui produisent ce qu'il appelle des feedbacks, des boucles de rétroaction. Mais le problème, il dit, le feedback peut être négatif. Si on ne produit pas une nouvelle politique, une nouvelle économie qui va tirer parti de tout cela. Ça, c'est le réenchantement du monde. Mais ça suppose de réinventer le rôle de l'université, le rôle de l'école, le rôle des localités politiques, le droit, etc., etc.